développé et dirigé un certain nombre de programmes en executive education sur le sujet. J'ai décidé de quitter l'EDHEC pour créer une EdTech, après avoir fait pas mal de benchmarks sur les dernières avancées de l'intelligence artificielle, en particulier sur le traitement naturel du langage, et avec cette conscience que l'activité d'évaluation, contrôle continu, examen, etc., était certainement une des activités sur lesquelles on pouvait s'aider de ces technos-là pour lui rendre toutes ses lettres de noblesse. Voilà. Alors, si vous ne vous ennuyez pas, je vais prendre la main dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Voilà, donc ne soyez pas vexés si vous ne n'êtes pas appelé en premier. Anne-Lise Luga. Hop là, avec le micro, c'est mieux. Bonjour, donc je suis membre de l'ISAE Super-Héros. Dans l'équipe IDEA, je suis plus particulièrement chargée des projets orientés digital learning. Donc, ça couvre à la fois l'accompagnement des profs pour l'instrumentation des cours présentiels, puisqu'on ne fait que des cours présentiels, donc tous les outils LMS, AMICO, jusqu'à la production de MOOC. On a produit quelques MOOC maintenant en français et en anglais, et puis la production de capsules pédagogiques diverses, et avec Unit notamment, on est sur un gros projet vachement sympa. Et du coup, tout ce qui concerne l'évaluation distante, que ce soit pour des formations purement distancielles ou même pour des formations campus telles que les nôtres, quelque chose qui m'intéresse parce que je suis très souvent sollicitée par les profs. Et c'est vrai que traiter les copies, c'est pas simple et c'est souvent ce qui revient. Parce que parfois on a vraiment besoin d'une production écrite pour évaluer une certaine compétence, une certaine façon de raisonner, que même si on peut faire beaucoup de choses avec des tests automatisés, type QCM, il y a des petites choses quand même qui nécessitent d'avoir un traitement écrit. C'est pour ça que votre solution éveille ma curiosité. Très bien, merci Anne-Lise. Alain Kavenoki. Alain Kavenoki, directeur scientifique du NIT, pour info. Je ne suis pas compétent dans le domaine, je vais l'écouter. Merci Alain. Alors, Mariana Glizic et Cyril Bay. Oui. Alors, moi, je suis chargée de communication en alternance chez UNIT. Cyril Bay, directeur de projet UNIT. En fait, moi, ça m'intéresse. UNIT porte un projet, le DAU Sonate, qui est le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est entièrement à distance. Et du coup, on a 12 universités aujourd'hui membres, et du coup, on a un paquet de copies à chaque fois à corriger d'examen. Voilà. Donc, on voit l'intérêt, entre autres, pour ce projet et d'autres en cours et à venir. Merci. Lorraine Youssef. Bonjour à tous, Laurent Youssef, je suis maître de conférence qui a intégré l'Axe 2 Plasma et Laser en septembre 2021 et j'ai à l'Institut de la recherche sur les céramiques et mes activités d'enseignement c'est côté NC sur Esther et j'assiste à cet atelier pour écouter. Merci beaucoup. Alain Bérard. Bonjour, je suis ingénieur et conseiller pédagogique au Centre d'innovation et d'ingénierie pédagogique de l'INSA Toulouse, dont je suis aussi le directeur adjoint. Du C2IP, pas de l'INSA Toulouse. Merci. Pierre-François Descherder. Bonjour, donc Pierre-François Descherder, je suis enseignant à l'IUT de Béthune, Université d'Artois, et je suis là pour voir un peu ce qu'on peut proposer dans ce domaine, un peu casse-pied, on va dire, pour les enseignants. La correction de copie. Merci Pierre-François. David Cassagne. Oui, bonjour. Alors désolé, mais je suis là en déplacement, donc c'est simplement avec mon téléphone que je vous parle. Donc David Cassagne, je suis vice-président délégué au numérique pour la formation à l'Université de Montpellier. Et j'ai été aussi porteur d'un projet qui s'appelle Flexival sur le numérique pour l'évaluation des connaissances et des compétences. Donc, c'est dans ce contexte-là que je souhaitais assister à cette présentation. Très bien, merci beaucoup. Et pour terminer, avant de repasser la parole à Stéphane, Cédric Jaoul. Oui, bonjour à tous. Je suis également enseignant-chercheur à l'ANSSI comme Lorraine. Et je suis là par curiosité. Et je m'excuse par avance, mais je devrais partir dans 30 minutes.
Très bien. Bon, à ce moment-là, Stéphane, on te passe la main pour démarrer. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Dites-moi. C'est bon. Très bien. Alors écoutez, moi je souhaite pas faire une présentation de la solution que nous sommes en train de développer comme ça dans un monologue. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de recueillir, bien sûr, et d'échanger avec vous sur le sujet, de recueillir vos retours et vos réflexions. Sachez que j'ai créé Good Grades il y a quelques mois maintenant avec justement un partenaire qui est une EdTech et qui me soutient, qui est Quark University, et que nous travaillons depuis déjà l'année dernière sur une première analyse de faisabilité et le développement d'un premier modèle. Et nous sommes dans une phase qu'on appelle une phase de nourrissage de la base de données, qui, dans le monde du machine learning, et en particulier du deep learning, est nécessaire, si vous voulez, pour durcir et optimiser la solution. Voilà. Pourquoi s'intéresser à cette solution, à ce domaine? Si vous voulez, tout simplement parce que je me suis aperçu au fil de l'eau et en fréquentant mes collègues enseignants, que ce soit encore une fois du côté scientifique ou plus business ou managérial, que l'évaluation était forcément un enjeu critique, hein. C'est une clé de la diplomation et que par conséquent, on a à la fois un devoir d'équité, mais c'est une valeur pédagogique forte puisque c'est le moment où les étudiants font un bilan sur leur apprentissage, et c'est aussi considéré de plus en plus par le législateur et nos tutelles comme un outil de pilotage. Donc, c'est quand même des exigences assez fortes, et en questionnant et en échangeant avec mes collègues maintenant depuis toutes ces années, en effet, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de biais pour parler comme le disent les data scientists, à la fois pour l'apprenant, pour le correcteur, dont vous en voyez certains, mais aussi pour les scolarités, pour les directeurs de programme ou de filière et pour forcément les directions d'établissement. Voilà, donc déjà, je voulais avoir un peu un retour de votre part sur la perception que vous avez de cette activité d'évaluation, et si vous partagez un peu les items, ou si vous pouvez les challenger ou les enrichir, les items que vous voyez affichés là pour le correcteur, donc le côté chronophage énergivore, source d'erreur car fatigue, disparité en effet des copies, et puis pour l'apprenant, souvent temps de retour trop long, des feedbacks, si vous voulez, qui sont un peu sibyllins, et aussi des disparités de correction, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Parce que sinon, ça va devenir un monologue un peu… Oui, c'est tout à fait ça. Et côté correcteur, alors vous avez peut-être mis ça dans la disparité des corrections. S'ajoute le fait que quand un module fait appel à des vacataires, tout le monde ne note pas pareil, et même si l'enseignant titulaire du module établit une grille critériée, hyper bien fichue, etc., à la fin, grosso modo, le type il cherche la note qu'il veut mettre et puis il ajuste les critères. Et donc, je pense que d'avoir des outils qui permettent aux responsables de module d'évacuer cette problématique-là, ça peut être intéressant. Et puis, côté apprenant, ouais, c'est essentiellement ce qui revient tout le temps de la part des étudiants, c'est ils attendent beaucoup trop longtemps leur copie. Parfois, ils n'ont pas les corrections avant qu'un nouveau module démarre, ou voire avant qu'une autre évaluation ait lieu. Et puis, c'est le manque de feedback. On a beau dire aux enseignants que le feedback est important parce que ça aide à l'apprentissage, ça aide à la correction d'erreurs et tout. Ils ne le font pas, mais parce qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps de corriger les copies correctement. Et voilà, moi, côté correcteur, c'est le travail en groupe qui, je pense, est compliqué.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, il y a cette disparité intercorrecteur, hein, en effet. Et donc, la solution que je vais vous présenter dans quelques slides, là, si vous voulez, c'est un assistant. Vous voyez, hein. Donc, l'idée, c'est pas du tout de prendre la main sur, on va dire, le prof expert correcteur ou concepteur du module, vous voyez, et c'est plutôt de lui permettre d'effectuer une grosse charge de travail parce qu'on va la diminuer, si vous voulez, très fortement, hein. On a un enjeu de 80% de diminution de charge de travail. Et cette diminution de charge de travail va lui permettre de piloter la correction de grosses cohortes, en restant monocorrecteur, et référent du module, quoi. Donc, l'idée, en effet, est ainsi de pouvoir limiter cette disparité. Alors, l'accompagnement qu'on est en train de mettre en place avec des établissements qui souhaiteraient, si vous voulez, nous accompagner dans ce développement, c'est un accompagnement gagnant-gagnant, hein. Donc, l'idée, bien entendu, c'est, comme vous l'avez dit, Anne-Lise, de libérer les établissements de l'éducation d'une tâche fastidieuse et critique. Aussi, parce que ça c'est un objectif, si vous voulez, où on va gagner de l'énergie, mais il y a une frustration des acteurs vis-à-vis de ça, hein, que ce soit d'ailleurs les correcteurs, les directeurs de filière, les scolarités, etc. C'est de redonner du cœur à l'ouvrage, à cette activité d'évaluation qui est très importante et qui, par conséquent, comme vu la multiplicité et le volume des copies, qui aujourd'hui ne peut pas être incarné. Donc, c'est de redonner du cœur à l'ouvrage et les moyens aux correcteurs de vraiment se saisir de cette activité d'évaluation pour pouvoir en faire une synthèse et derrière, d'ailleurs, pour le coup d'après, soit optimiser son examen, soit optimiser son module, etc. Voilà. Et puis enfin, c'est aussi de manière générale de faciliter on va dire, les audits d'accréditation auxquels les établissements et les programmes sont soumis aujourd'hui. Alors que ce soit à l'occasion, comme c'est écrit ici, de déploiement d'un titre accrédité France Compétences, hein, ancienne RNCP, etc., ou tout simplement des audits de qualité Calliope ou des accréditateurs internationaux qui, de plus en plus aujourd'hui, demandent, et quelqu'un l'a cité tout à l'heure de l'Université de Montpellier, demandent des liens, si vous voulez, de plus en plus pertinents entre ce qui est évalué, le contenu du cours et les compétences qu'on souhaite développer. Voilà. Donc, vous avez ici, en effet, un certain nombre d'objectifs, hein, qui correspondent à ces enjeux dont on vient de parler, en termes d'accréditation, de diplomation juste, de conception de modules, de pilotage de programme, parce que pour les directeurs de programme, si vous voulez, l'idée, c'est de pouvoir avoir une synthèse des évaluations de tous les modules et ainsi de voir un peu si ces évaluations-là sont homogènes. Il y a même des directeurs de programme, et donc là, je vous écouterai, qui reviennent vers moi en ce moment en me disant qu'il serait bon d'avoir une option de lissage, un peu comme une gaussienne, paramétrable avec une note moyenne et puis un écart type qui pourrait être par exemple de plus ou moins 2, etc. Vous voyez, avec ce type d'approche. Donc, c'est une approche qui peut être C'est étonnant cette demande. Oui. Parce que justement, c'est que quand on constate que c'est une gaussienne, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème d'évaluation. C'est que justement, dans leur tête, il y a les mauvais, il y a les très bons, puis au milieu, la moyenne. Et on sait que c'est justement un des biais de l'évaluation, c'est quand on se retrouve avec une gaussienne. Oui. Alors, cette demande, vous savez d'où elle vient? Elle vient des accréditeurs internationaux plutôt anglo-saxons. Donc là, il y a aussi un élément qui est très important, qui est un élément culturel. Et donc, la solution en question, en ce moment, on la développe avec une base de données française. C'est un modèle multilingue, qui peut donc évoluer et aussi travailler en anglais, etc. Mais les professeurs qui sont revenus vers moi, si vous voulez, étaient soumis à une contrainte des accréditeurs dont je viens de vous parler. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. La statistique sur des dizaines ou quelques centaines de copies n'est pas forcément une gaussienne. Pour l'apprenant, on en a parlé. Il y a un autre impact un peu collatéral, c'est quand même en termes budgétaires, d'économie, puisque qui dit économie de temps dit économie de budget, et puis aussi en termes d'empreinte carbone, quoi, vous voyez, par rapport, on va dire, au mode classique de copie manuscrite, de scan, etc., etc. Je sais qu'aujourd'hui, moi, dans les scolarités
avec qui je suis en contact, il y a quand même un casse-tête au niveau de cette activité d'évaluation pour faire l'interface entre les correcteurs et les étudiants, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il permet, cet assistant d'évaluation? Il va donc avoir la capacité de générer des rapports. Et donc ça c'est très intéressant, des rapports d'évaluation qui vont être différents suivant les acteurs, mais pour les étudiants qui vont être très concrets, qui vont reprendre les questions les unes après les autres et pouvoir non seulement donner la note, mais aussi des feedbacks que l'enseignant veut donner par rapport aux questions en question, et aussi, si cela a été, si vous voulez, architecturé de cette façon-là, y joindre les parties du cours qui restent à approfondir ou les compétences qui sont déjà acquises ou qui restent encore à développer. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier rapport qui nous permettrait comme on l'échangeait avec Annelise tout à l'heure, de pallier au fait que les étudiants ne sont pas motivés pour lire les feedbacks aujourd'hui, parce que étant donné la masse de travail qu'il y a à faire en peu de temps, il est très difficile de faire des rapports concrets et circonstanciés. Donc ça, c'est pour les étudiants. Pour les correcteurs, il y a bien sûr des rapports statistiques qui sont très intéressants, donc qui permettent de voir assez rapidement comment se comporte la cohorte d'étudiants vis-à-vis de telle ou telle question. Il y a aussi des retours sur certaines annotations, voilà, sur certains résultats et annotations qui est fait, et justement une synthèse sur les fameuses finalités de compétences ou de parties de cours qui restent à approfondir ou pas. Il faut savoir que la machine va travailler comme assistant, si vous voulez, et on va découvrir son process maintenant. Voilà. Et donc, c'est un process, si vous voulez, en quatre étapes. Hein, donc, voilà. Attendez. Voilà. Je suis trop loin. Voilà. C'est un process en 4 étapes. Où la première étape, on va proposer à l'enseignant de concevoir son évaluation sur la plateforme en question. Et donc, dans cette partie conception, l'enseignant précise bien sûr l'énoncé de l'examen qu'il peut télécharger, ses supports, s'il s'agit d'une étude de cas, s'il faut rajouter des tableaux, etc. Les corrigés types ou les éléments majeurs attendus. Donc ça, c'est important parce que si vous voulez, ça permet justement au machine learning de bien tourner et d'avoir une référence. Les commentaires nécessaires au reporting, donc justement, j'en parlais, ça peut être le lien des questions avec les parties du cours, les compétences cibles, ça peut être des feedbacks qu'il a envie de générer automatiquement à partir d'un certain niveau de notes ou de réalisation, la date, la durée de l'épreuve, la cohorte d'apprenants concernés, etc. Voilà. Donc, on est sur cette partie de conception. Alors, cette partie de conception est très importante, bien sûr, hein, parce que si elle n'est pas faite, on va dire, correctement et de manière assez formelle, eh bien, la machine, qui, elle, va suivre un peu, bien sûr, les guidelines du professeur, sera un peu perdue. On a en phase 2 une partie réalisation de l'examen, alors qui peut être fait sur la plateforme ou sur d'autres plateformes. Il faut savoir que cette solution, elle peut vivre seule de manière indépendante, mais elle peut être connectée à d'autres outils qui sont utilisés dans les établissements. Donc, c'est-à-dire connectée à des LMS. Hein. On a déjà sur notre roadmap d'ailleurs la connexion avec Moodle qui est affichée, une autre connexion avec Blackboard, etc. Donc, on est libre de se connecter et à ce moment-là, on va piloter des workflows entre l'interface que les étudiants ont l'habitude de voir et puis notre application. Elle peut être connectée aussi à des outils de proctoring s'ils sont utilisés ou à des outils anti-plagiat, etc., etc. On n'a pas voulu tout intégrer, si vous voulez, dans la plateforme dans la mesure où, par ailleurs, on a déjà des solutions proposées en proctoring et en anti-plagiat et en LMS, bien entendu, qui fonctionnent très bien. Donc, la partie réalisation de l'examen, bon, j'allais dire, elle est assez classique. Hein, donc, l'apprenant va pouvoir réaliser l'examen en bonne et due forme à la bonne date et en respectant la durée.
Et puis vient cette partie qui est un peu originale, donc qui est la partie correction, où là, le référent correcteur et la machine vont travailler de concert. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? La machine va tourner et renvoyer au correcteur les notes, des copies et des questions avec un indice de confiance pour vérification et validation, en sachant que la machine ne va pas corriger non plus toutes les questions. C'est-à-dire que il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure, si vous voulez, où l'évaluation est Je vois, au-dessus. Stéphane, que Pierre-François a levé la main. Peut-être qu'on peut prendre des questions au fur et à mesure. Oui, très bien, oui, très bien. Merci beaucoup, Vincent. Non, je t'en prie. Merci. Juste une petite question là en passant. Quels sont les types de questions que la machine, que Goodrez est capable de générer et de corriger? Et quelle est la fiabilité en fonction du type de question, en fait? Voilà. Alors, c'était une autre slide, mais on va y aller, voilà, on va y aller tout de suite. Non, mais il n'y a pas de souci, je vous réponds en temps réel, comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, bon, le QCM, bien sûr, on n'en parle pas, tout le monde le fait. Donc aujourd'hui, on a trois études de cas, hein, en sachant qu'il y en a une quatrième sur laquelle on va travailler aussi, que je vais vous présenter, mais qui arrivera un peu après. Donc la première étude de cas, c'est ce qu'on appelle la question de calcul. Donc là, on est sur un fichier Excel. Donc, l'algorithme en question, cette fois, ce n'est pas une intelligence artificielle, hein, c'est un algorithme qu'on a développé. Et vous savez que le problème de la correction du fichier Excel, c'est qu'on doit corriger non seulement la valeur, mais la formule qu'il y a derrière. Et le problème de cette correction-là, c'est qu'elle est très énergivore, qu'elle demande une concentration très intense du prof correcteur. Et on a fait des tests l'année dernière en aveugle entre la machine et le correcteur, et on a vu en effet qu'il peut y avoir à un moment donné de la fatigue, des erreurs d'étourderie, etc. Donc l'idée là, c'est juste d'utiliser un service de GoodGrades qui va permettre aux profs de voir le fichier Excel tel qu'il a été rempli par l'étudiant, avec, si vous voulez, une représentation non seulement des résultats, mais des formules et du chemin utilisé. Et ça peut gagner beaucoup de temps et beaucoup de fatigue. Voilà, donc c'est une étude de cas que l'on offre. Donc la deuxième catégorie de questions, c'est la question de cours. Alors la question de cours, c'est une question simple, hein, où on va demander à l'étudiant de reprendre un concept du cours, soit tout simplement pour l'expliciter, soit pour l'appliquer à une situation très simple, si vous voulez. Donc c'est une question qui en général est plutôt courte, hein. Et là, on va demander à l'enseignant, quand il conçoit sa question de cours, de rédiger un corrigé-type, vous voyez, et la machine tournera non seulement avec sa base de données, mais aussi en référence au corrigé-type en question. Voilà. Alors, ce type de question est plus facile, bien sûr, à corriger que le type suivant, qui est le type essai ou dissertation, où là, on va demander plutôt à l'étudiant de déployer un raisonnement, de réaliser un diagnostic, une analyse, de faire une dissertation sur un sujet en question. Donc là, il est bien sûr bien compris que l'enseignant ne va pas rédiger un corrigé-type, mais par contre, il va pouvoir préciser des éléments qu'il aimerait voir dans les copies, qui peuvent être du type argumentaire, conceptuel, concernant le diagnostic, concernant l'analyse, des types d'exemples, des mots-clés qui sont relatifs à des outils ou à des méthodes qu'il aimerait bien voir déployées dans la copie, etc. Tout ça sera très utile parce que sera pris en compte aussi lors du fonctionnement du deep learning. Alors, ce type de question, si vous voulez, est plus difficile, hein, et ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut, pour optimiser les performances sur ce type de questions, remplir la base de données avec autant de copies ou de questions nécessaires, parce que dans les solutions deep learning, si vous voulez, plus votre base de données est importante et plus vous optimisez les résultats de votre solution. Voilà. Donc, nous sommes actuellement dans cette phase-là où nous nourrissons la base de données, et à chaque fois que nous passons un cap de nourrissage, pardonnez-moi l'expression, eh bien, on s'aperçoit en effet que les performances s'améliorent. Donc, l'idée, en effet, c'est d'être à plus ou moins 10% de la note du correcteur, si vous voulez, in fine, donc plus ou moins 10%, vous voyez, par exemple, si c'est une question qui est notée de 0 à 10, c'est-à-dire d'être
dans un écart de plus ou moins 1 point par rapport au professeur, d'avoir un indice de confiance, et je reviens sur ma slide précédente, d'avoir un indice de confiance qui nous permette de mesurer la qualité de la correction générée par la machine, parce que cet indice de confiance sera important, parce que si on est au-dessus d'un seuil de confiance qui va être déterminé par les expérimentations que nous allons faire, eh bien, le professeur peut être tranquillisé et simplement réaliser, si vous voulez, un check, par exemple, ou pas, si l'indice de confiance est très, très bon. Et puis, si on est au-dessous de l'indice de confiance, par contre, on va demander au professeur de corriger. C'est dans cette mesure-là, si vous voulez, où la solution ne corrige pas toutes les copies, mais va proposer au professeur d'en corriger une partie. Et in fine, donc, on a cet enjeu, quand la base sera bien nourrie, de pouvoir corriger 80% des copies. Et aujourd'hui, dans un test que l'on a fait dernièrement, on en corrigeait 65%. Voilà. Alors, il y a en plus, si vous voulez, des warnings, c'est-à-dire que, étant donné, bien sûr, la subjectivité de la correction et puis, je veux dire, la précision de la prédiction de la machine, il y a une zone qu'on appelle une zone critique, dans laquelle, quand la machine évalue sa note qui est dans cette zone-là, elle va le demander systématiquement la correction au professeur. C'est quand on est dans la zone de la note discriminante. Donc, soit autour de la moyenne, vous voyez, donc ça peut être un point avant, un point après, etc. Ça, c'est réglable, vous voyez, parce que l'on ne veut pas surtout commettre d'impair, et une copie qui aurait été évaluée, on va dire 10,5 par la machine, ou plutôt l'inverse, 9,5 par la machine. Si le professeur estime que la copie vaut plutôt 10 ou 10,5, qu'il puisse le faire systématiquement, puisque c'est la zone qui va déclencher quelque chose d'important par rapport à la diplomation. Voilà, donc ça, c'est la phase de correction. Est-ce que Pierre-François, ça répond à votre question? OK, merci. Donc, je vous ai décrit brièvement la phase de correction. Et bien sûr, la dernière phase, on en a parlé tout à l'heure, c'est la phase de génération des rapports automatiques, cette fois, et qui vont proposer ce que vous voyez là, ce dont on a parlé, et qui peuvent être utiles, donc non seulement aux étudiants, à l'expert concepteur, correcteur du module, mais aussi au directeur de programme, aux scolarités et aux directions d'activité, puisque aujourd'hui, par exemple, si on prend ne serait-ce que Calliope, Calliope demande une maîtrise du processus d'évaluation et de montrer en effet le lien entre les objectifs, les enjeux visés ou les compétences visées et le fonctionnement de l'évaluation. Et donc, ces rapports d'audit peuvent être utiles lors des audits, lors des audits d'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que l'on poursuive? Ou des réflexions? Moi, j'aurais une première question. Oui. Sans vouloir être indiscret, quels sont les algorithmes que vous utilisez? Alors, sans être indiscret, on utilise des modèles, ça s'appelle plutôt des modèles, et donc c'est des modèles du deep learning. On est, d'ailleurs c'est bien que vous me faites la transition, puisque voilà, on est sur une architecture deep learning, donc on est dans le traitement naturel du langage, dans la partie IA, et donc ce sont des modèles qui ont été pré-entraînés de manière très conséquente sur du langage, vous voyez, et que l'on va utiliser et entraîner sur de la correction de copie. Et ce sont des modèles qui délivrent 3 choses. Donc, la première chose, c'est qu'elles vont vectoriser. Ces modèles-là vont vectoriser les mots, les phrases, les concepts, les paragraphes, etc. Donc, on a un processus de vectorisation, ce qui fait que, si vous voulez, une fois que la vectorisation est faite, on n'est plus dans un univers littéraire, mais on est dans un univers mathématique. Aujourd'hui, donc, vous voyez, quand je vous parlais de questions de l'énoncé, c'est vectorisé. Quand je vous parlais de corriger... Je me permets de vous interrompre, oui. Excusez-moi. Vectoriser a un sens très classique et très précis en informatique. Comment vectoriser une question
je ne comprends pas directement. Eh bien, oui, c'est des choses qui sont assez récentes, hein, si vous voulez. Hein. Donc, je peux vous mettre en rapport avec nos data scientists, si vous le souhaitez. Mais ils ont inventé depuis 2017, depuis 2018, le premier modèle à faire ça, et ce que je vous propose pour approfondir, c'est peut-être qu'on puisse en discuter ou en échanger ou aller voir la littérature sur le sujet. Le premier modèle à faire ça, c'était le modèle BERT, vous voyez, qui a été développé en 2018, BERT. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'améliorations et d'autres modèles qui ont été faits. Donc, en effet, quand vous voyez une phrase, ils arrivent à vectoriser la phrase dans un vecteur qui peut avoir plusieurs centaines de dimensions. Et donc, qui a des caractéristiques. Alors bon, je ne peux pas aller plus loin là aujourd'hui en présentation succincte, mais si ça vous intéresse, on pourra poursuivre cet échange-là. Et ça, c'est possible que depuis les années 2018, quand le premier modèle, on va dire, efficace est apparu en termes de recherche et en termes d'innovation dans les applications NLP. Ce modèle s'appelle BERT. Voilà. Donc, il y a un modèle de ce type-là qui va vectoriser tout un tas de choses, dont ce que je vous disais, l'énoncé de la question, le corrigé type, la réponse de l'étudiant, etc. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre de vecteurs. Et ensuite, la deuxième étape, si vous voulez, c'est que ces modèles-là vont travailler par similarité. Et donc, ils vont comparer, si vous voulez, les différents vecteurs en fonction, bien sûr, des dimensions en question. Et les dimensions, si vous voulez, sont vraiment des dimensions mathématiques que je ne peux pas exprimer en français voilà, de manière simple. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'on a intégré dans la solution des règles métiers. Des règles métiers qui nous ont été proposées dans les différents échanges qu'on a eus. Et ça, si vous voulez, c'est complètement ouvert et c'est quelque chose qui pourra se poursuivre avec les partenaires avec qui nous allons expérimenter en test and learn. Et ces règles métiers nous ont permis de bonifier le modèle en question. Et donc, une fois… Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous appelez règles métiers? Alors, des règles métiers, c'est finalement, quand on regarde une réponse étudiante et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'une bonne réponse et qu'est-ce qu'est une mauvaise réponse, au-delà du contenu de ce qui a été fait, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, on s'adresse au professeur. Et donc, c'était un échange qu'on pourrait avoir. Là, on pourrait passer peut-être 5 minutes là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important quand vous corrigez une question, au-delà du contenu? J'ai envie de vous dire, ça dépend, ça dépasse. Parce que déjà, selon les disciplines, la règle métier sera différente. Je pense que pour vous, ça va être extrêmement complexe d'intégrer ça. Enfin, la machine va devoir sévèrement apprendre avec des masses de données énormes parce que entre une discipline très technique et une discipline plus sciences humaines, la bonne réponse attendue ne sera pas la même. Donc, c'est là où je vais vous en citer une. Je vois pas, ça doit être compliqué, je ne dis pas que c'est infaisable, hein, mais de définir justement ces règles métiers. Déjà, entre disciplines techniques, entre écoles d'ingénieurs, je ne suis même pas sûre qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Mais alors, entre les écoles d'ingénieurs, les universités et les différentes disciplines techniques, scientifiques, humaines, scientifiques dures, etc. Je vais vous en citer une, par exemple, hein, que l'on a testé et qui marche bien, c'est le nombre de mots dans la réponse. Vous voyez. Donc, on va comparer le nombre de mots hein, de toutes les copies, hein, pas simplement par la question référence. Et le fait d'intégrer cette règle-là nous a permis de gagner en performance. Vous voyez, donc, je ne suis plus du tout dans le contenu, je ne suis plus du tout dans la méthode qu'on souhaite que l'étudiant utilise dans sa copie, etc. Et on est plutôt sur des effets collatéraux. Et on a un certain nombre d'échanges comme ça sur quels sont un peu on appelle ça des règles métiers, si vous voulez, mais c'est dans le domaine de la data science. Hein, on peut appeler ça des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques génériques, générales, un peu transverses, qui peuvent différencier une bonne copie d'une mauvaise, etc., etc.
Donc, je sais que le sujet est délicat, hein, et donc, de toute façon, derrière, l'enjeu, en effet, c'est de nourrir la base avec un certain volume de copies. Mais en faisant des test and learn, justement, on a réussi à trier certaines règles qui nous étaient présentées et à voir en effet que certaines ne servaient à rien et d'autres pouvaient faire progresser les performances. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel, si vous êtes intéressé, on peut aussi échanger par la suite. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire, bon, en restant, on va dire, assez digeste sur la technologie. Attendez, je ne sais plus. Voilà. Donc, notre roadmap est celle-là. Hein, donc, nous sommes en train de terminer le développement de notre V0, que nous allons qualifier donc à partir de cet été et de cet automne. Début 2023, je pense qu'il y aura une V1 qui pourra fonctionner en anglais et qui pourra adresser un 4e type de questions dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi intéressante parce qu'elle demande aussi en termes d'évaluation beaucoup de travail, c'est l'évaluation des mémoires. Vous voyez, voilà, donc ça c'est un vrai sujet sur lequel on se confrontera et sur lequel on va aussi, il faudra certainement créer une base de données spécifique, etc. Voilà, que l'on qualifiera. On a donc cette activité de nourrissage qui démarre là en ce moment et qui va nous occuper encore, vous voyez, pendant quelques temps. Et puis, on pense aussi à une V2 avec des formules scientifiques, etc., etc. Voilà. Alors, cette roadmap est bien entendu, on va dire, adaptable aux besoins de nos partenaires et en particulier des premiers partenaires qui ont envie de travailler avec nous pour justement, comme le disait Vincent tout à l'heure, faire du test and learn et tester cette solution avec nous. Les établissements qui décident de partir avec nous en ce moment le font de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où on va récolter un certain nombre de copies pour nourrir la base, vous voyez. Donc, ce sont des jeux d'examen. Donc là, le volume qui est demandé est de 5000 copies par établissement. Et puis derrière, une fois que l'on a fait digérer les copies à la solution, eh bien, on teste la solution en commençant bien entendu par du test en différé, c'est-à-dire que on sélectionne un jeu d'examen qui a déjà été corrigé, on le fait tester par la solution et on mesure en effet les écarts, les répartitions, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est une première phase qui est très importante. Vous avez dit 5000 copies par établissement? Oui. Bah, vous éliminez du coup les… Enfin, du coup, vous ne tablez comme établissement partenaire que les grosses universités. C'est moi, typiquement, je n'ai pas 5000 copies à vous transmettre si je veux être établissement partenaire avec vous. D'accord. À ce moment-là, il faut revenir vers moi, Annelise, et puis voir ce que vous pouvez faire. Bah, je ne suis pas la seule autour de cette table. Je ne suis pas Alain, à l'INSA. Je ne sais pas si vous avez… on a 3500 étudiants. Si c'est 5000 copies pour un examen, bah non. Ah non, 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 c'est pas 5000 copies par examen. Tout le monde ne voudra pas participer, tous les profs ne voudront pas envoyer. Non, non, non. Juste une précision, ce n'est pas 5000 copies par examen, c'est 5000 copies en tout, tout examen confondu, et on n'est pas sur les examens de l'année, hein, on peut reprendre des examens des années précédentes, vous voyez, là. Et si vous avez des difficultés pour arriver aux 5000, à ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez vers moi, et si vous êtes intéressé, bien entendu, hein, pour qu'on puisse en discuter. Juste une précision. Vous parlez de copies, mais vous parlez de copies papier ou d'éléments saisis numériquement par l'étudiant? Alors, ce sont des copies numériques. Pour l'instant, en V0, on travaille sur des copies numériques. Et donc, on travaille beaucoup, pour tout vous dire, sur des copies qui ont été intégrées durant la période du Covid. En particulier l'année 2020 et en particulier aussi 2021. Donc, sur des examens en ligne. Pas forcément en ligne. Il y avait des examens au niveau Covid qui sont faits en ligne, sinon qui sont faits sur PC, quoi.
C'est-à-dire que les formats que l'on intègre aujourd'hui dans la V0 sont des formats Word ou PDF. Ah, Moi, ce qui me concerne, pendant les périodes Covid, on a eu des examens. J'ai beaucoup d'enseignants qui ont travaillé avec des examens voilà, à distance, etc. Mais c'était les étudiants écrivaient sur leur feuille de papier, ils faisaient des photos, ils envoyaient les photos, quoi, hein. On a eu beaucoup d'enseignants qui ont travaillé avec cette méthode-là, entre guillemets, rapide, facile à mettre en œuvre, moins contraignant possible. Donc, enfin, voilà, nous, on a 1200 étudiants sur le site. Voilà, c'est comme mes collègues, hein. De toute façon, les 5000 copies, je ne les ai pas, c'est clair et net. Et 5000 copies numériques, encore moins, parce que ceux qui ont voulu faire du numérique, la plupart ont utilisé les outils qu'ils avaient à leur disposition, donc les LMS en l'occurrence. Et pour beaucoup, ils ont travaillé avec le LMS et donc ils ont adapté leurs examens à l'outil qu'ils avaient en leur possession, quoi. Je comprends. Ce qu'on peut peut-être essayer d'imaginer, Vincent… là, Pardon, je parle… excusez-moi, je vais reformuler ma question. Oui. Je pense avoir compris, mais je voudrais en être certain. Mhm. C'est donc des copies où les étudiants ont écrit à la main, on les scanne et on vous les donne. non, il veut du Non, Word ou c'est du des PDF. copies sous Justement, format il veut Word pas du ou scan. PDF. Vous voyez, c'est des Donc copies donc qui sont c'est tapées tapé au sur le clavier. clavier. Tapées Oui. au clavier. Ça diminue le nombre de… Complètement. Et oui. Et donc, je suis en train de Ça diminue réfléchir. là, mais… énormément. Oui, bien sûr. Je réfléchis tout haut pour savoir si c'est possible et si c'est envisageable. Mais ce qu'on pourrait peut-être faire, Vincent, c'est aussi faire une expérimentation en regroupant les établissements. Oui, mais alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, autour de cette table, il y a des établissements très, très différents pour établir la règle métier. Ah non, mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Non, D'accord. non, la règle métier, si vous voulez, c'est des affaires de conception, etc. Vous n'avez pas besoin de le faire, ça. Non, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout simplement des copies, vous voyez, hein, des copies numériques. Hein. Et puis derrière, on fait tourner la base de données avec, et puis on fait une expérimentation avec vous. Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'on produise les corrections, etc. Ah ben, Alors, qu'on dise à la machine ou ce qu'on attend de… Bien sûr. Mais ce sont des jeux, en général, ce sont des jeux d'examen qui sont déjà réalisés, vous voyez, qui sont déjà réalisés. C'est-à-dire que dans cette phase de nourrissage de la base de données, par examen, on a besoin de l'énoncé, ces supports s'ils existent, des copies étudiantes, du tableau de notes, bien sûr, qui a été fait, et puis du corrigé type ou des guidelines de corriger s'ils existent. Voilà. Alors, est-ce que ça signifie, je pose une question très bête, est-ce que ça veut dire que votre réseau neuronal est calé pour fournir effectivement la réponse en notes aux documents qui vous ont été fournis? Oui, voilà, c'est ça. C'est simplement ça le problème, finalement. Il s'est calé là-dessus et il s'est calé sur si vous voulez, sa prédiction s'entraîne sur la base de données. Vous voyez, et donc, plus la base de données est importante et plus sa prédiction, etc. Donc, il y a deux calages. Il y en a un sur les réponses référentes dont vous parlez et une autre sur le fait qu'il y a un certain nombre de copies avec un certain nombre d'évaluations. Et donc, il se cale aussi sur tout ça. Parce que là, il faudrait que je vérifie un peu plus avec une plus grande quantité d'enseignants que ce que je perçois. Mais de toute façon, nos examens, en termes d'examen, je ne parle pas des trucs intermédiaires, c'est papier et crayon. D'accord. On n'a quasiment pas d'examen. Enfin, si les examens sur ordinateur, éventuellement, c'est pour les spécialités informatiques. Mais sinon… alors, oui, tout ce qui est matière scientifique, oui, c'est des copies papier. Oui. Et les évaluations intermédiaires sont intéressantes aussi, hein, vous voyez, parce que donc elles sont aussi énergivores. Et donc la solution, bien sûr, assiste aussi à l'évaluation du contrôle continu. Hein. Parce que là, je fais comme vous, je réfléchis à voix haute. L'intérêt éventuellement, c'est de se dire… on arrête les copies papier et on bascule sur, entre guillemets, des copies numériques. Et là, on va avoir un autre souci, c'est le nombre d'ordinateurs. Parce que nous, nos salles d'examen, c'est des belles tables, hein, là, il y a la place, hein, mais il n'y a pas d'ordinateur dessus. Nous, on le fait, c'est très, très compliqué. Donc, oui, mais nous, après, on a des promos première année. Les examens de première année, ils sont 380.
Puis on n'a pas 380 ordinateurs. Nous non plus, on les fait passer en 2 fois. Ouais. Bon, on connaît la contrainte. On connaît la demande, mais voilà. Alors, ça, c'est la V0, parce que si vous voulez, en V1 ou en V2, on a l'intention d'intégrer un plugin qui, avec des logiciels OCR assez performants, nous permettrait, si vous voulez, de traduire le manuscrit en numérique, en digital. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, si c'était une option que vous allez proposer, parce que oui, c'est une option qui les sera… grosses universités travaillent, voilà, comme l'a dit Alain, hein, c'est papier crayon. Donc, si vous ne proposez pas un logiciel de lecture de documents, de reconnaissance de texte, ça va limiter les usages. Hein. Voilà, donc ça c'est prévu, on ne l'a pas dans la V0 si vous voulez, mais on l'aura dans une version ultérieure. Combien vous êtes hein, Alors, on est une demi-douzaine aujourd'hui à travailler. Donc, moi, je travaille avec 2 data scientists qui font partie. J'ai un partenariat avec une entreprise qui est spécialisée dans le traitement naturel du langage. On a 2 développeurs informatiques, donc IT. Et puis, j'ai un certain nombre de personnes qui nettoient les données. Donc là, ça dépend du moment. Donc, j'ai entre 2 et 4 personnes qui nettoient les données. Et ça dépend du moment et du flux de copies qui intègrent. Voilà. Comme ce projet est porté en partenariat avec l'université Quark, je bénéficie aussi, si vous voulez, de toute la structure de cette EdTech sur, on va dire, toutes les fonctions transverses. Et actuellement, vos partenaires universitaires, c'est qui? Alors, aujourd'hui, moi, je travaille avec le groupe Galileo dans le domaine du secteur privé. J'ai Séductive. Dans le monde des business schools, j'ai 4 écoles là, qui sont parties, qui sont Schema, Neoma, l'ESCA et l'EDEC, bien entendu. Voilà. Et dans le monde des écoles d'ingénieurs, j'ai fait quelques rencontres et donc j'attends encore les retours. Mais donc on est en train plutôt avec Vincent d'ouvrir la porte ou la fenêtre aux écoles d'ingénieurs. Et je suppose que vous avez commencé à réfléchir au modèle économique? Oui, tout à fait, oui. Donc le modèle économique, finalement, il y a 2 modèles qui sont proposés. Et donc, ça, c'est une question intéressante. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Il y a un premier modèle qui est un modèle à l'abonnement au nombre d'étudiants, qui peut être décliné au nombre de copies. Donc, ça, c'est un premier modèle. Donc, en sachant que, de toute façon, dans le modèle, il y a une espèce de forfait mensuel pour pouvoir maintenir la solution et que derrière, l'abonnement se décline sous une espèce de grille dont le coût va dépendre du volume d'étudiants. Donc ça, c'est un premier modèle. Et puis, j'ai été challengé sur ce premier modèle par des établissements qui souhaitaient, eux, avoir plutôt un abonnement par campus. Voilà. Parce que dans leur pratique, si vous voulez, c'était assez difficile de savoir quel étudiant allait s'en servir, quel programme, etc. Et donc, ils préféreraient avoir un forfait sur une licence campus. Voilà. Donc, voilà les 2 modèles qui sont… Mais est-ce que vous avez un ordre de, quand même, une fourchette, on va dire, disons à la copie? Alors, à la copie, suivant le volume, on est entre 5 et 10 euros. Mais abonnement, nombre d'étudiants, ça n'a rien à voir avec le nombre de copies? Si, parce que plus on a réfléchi sur une moyenne, si vous voulez, d'évaluation par étudiant à l'année. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est lié. Donc, si vous préférez, vous mettez abonnement à la copie, et sinon, vous préférez un abonnement à l'étudiant. Certains établissements préfèrent s'abonner à l'étudiant parce qu'ils ne veulent pas compter les copies. Oui, après ça, c'est un calcul. Non, mais c'est pour avoir une idée de la fourchette, quoi. Donc, vous êtes entre 5 et 10 euros la copie. Voilà. Oui, selon la formule d'abonnement. Moi, je voudrais vous poser une question un peu au niveau supérieur. Vous avez dit initialement que votre solution permettait de limiter les biais de correction. Oui.
alors que le logiciel, tel que j'ai essayé de le comprendre, permet de simuler et de réobtenir les mêmes résultats que le jeu de copie qui vous est donné. Donc, les biais sont conservés. Alors, dans ma réponse, ce qu'il faut rajouter, c'est que pour justement éviter les biais du prof qui est en train de corriger, si vous voulez, on a construit une base de données qui moyenne tous ces biais-là. Et c'est bien la base de données et le volume de la base de données, la qualité de la base de données qui permet de moyenner ces biais. Si vous voulez, la base de données en termes de référence est aussi importante que les informations que le concepteur de l'évaluation va intégrer dans la base. Et c'est bien la fonction de la base de données de moyenner ces biais et donc de s'en sortir. Parce que si vous avez, par exemple, un biais qui est exprimé par un correcteur, mais si sur un examen et que vous avez construit une base qui fait 5000 examens, vous voyez, eh bien, le biais du correcteur en question est forcément moyenné. Donc, si vous voulez, la référence de la base de données est aussi importante, voire plus importante que celle de l'enseignant qui intègre ces informations sur la plateforme. Finalement, les informations de l'enseignant intégrées sur la plateforme vont nourrir la base de données et la solution. Donc, c'est un quantum parmi toutes les informations, toutes les datas de la base. En cas de contentieux avec un étudiant pour un examen final, une copie d'examen final, que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en cas de contentieux avec un étudiant? Comment ça se passe chez vous? Généralement, on doit l'enseignant, l'étudiant est en droit de demander la correction de sa copie, donc il voit sa copie avec tous les commentaires des enseignants. Généralement, il y a une double correction. Et voilà, et puis ensuite, voilà, mais du coup, là, vu qu'il y a, voilà, ma question, c'est que vous n'aurez pas, je veux dire, de notes d'apposer sur chaque copie, que se passe-t-il? Et puis en plus, c'est une correction, on va dire, entre guillemets, automatisée. Alors ça, c'était l'une de mes premières questions. Oui. Quid ensuite pour tout ce qui est, on va dire, financeur privé? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de ce type de choses-là par rapport au financement privé? Alors, je vais répondre enfin, je vais échanger avec vous sur, le premier cas de figure, donc le contentieux avec l'étudiant. Alors, il faut bien, peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, mais dans la phase numéro 3, qui est la phase de correction, qu'on a toujours à l'écran, au final, c'est bien le professeur qui valide la correction. D'accord, ça j'ai compris. Okay. Et avant de valider la correction, rien ne l'empêche, s'il le souhaite, de remettre un commentaire, une annotation, ou même de faire varier la note de la machine. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que dans l'étape de validation, il n'y a pas simplement qu'un bouton valider, mais il y a aussi la possibilité de revenir sur la correction de la machine. Donc, on est dans une situation d'assistance où, de toute façon, la responsabilité de la correction revient à l'expert en question. Alors, ce qui m'intéressait quand je vous ai écouté sur l'aspect contentieux, c'est quand vous m'avez dit qu'il y avait une double correction. Ça veut dire que la double correction aujourd'hui, dans le programme auquel vous faites référence, vous la faites d'emblée ou vous la faites quand vous avez contentieux? Ça dépend des examens. D'accord. Parce que si vous voulez, rien ne nous empêche à ce moment-là, quand il y a contentieux, de demander une autre correction par un autre correcteur. Donc, évidemment, on diminue le flux parce qu'il y a beaucoup moins de contentieux que de corrections. Voilà. Et il est sûr que je pense qu'en utilisant l'assistant, quand il y a contentieux avec un étudiant, il faudra refaire corriger la copie par un deuxième correcteur. Donc ça, c'était concernant le contentieux. Et concernant les financeurs privés, alors là, je n'ai pas tellement bien compris votre question, excusez-moi. Est-ce que vous avez pris en considération, si vous voulez, quand vous avez des financements privés, il y a énormément de règles à respecter. Le distant, déjà, voilà, bon, il faut généralement faire quelques acrobaties pour que le distant soit pris en compte. Donc, quid du coup de la validation au final des acquis ou des connaissances?
qu'on sait quand vous avez une correction. Alors, vous allez me dire que le dernier, la touche finale, c'est toujours l'enseignant qui la mettra. Mais derrière, il faut s'assurer, je ne sais pas, est-ce que vous avez été en contact avec des financeurs privés dans le cadre, par exemple, de la formation tout au long de la vie ou de la formation continue, sur la reconnaissance de ce type de… C'est une question, je ne sais pas. D'accord. Alors, moi, les organismes avec qui j'ai été en contact, hein, si vous voulez, m'ont reprécisé, puisque c'était leur attention du moment, que ce qui était important à leur niveau, c'est de pouvoir faire le lien entre l'évaluation et les compétences visées. Vous voyez ? Parce qu'au final, ce qui les intéresse, et quand vous parlez un peu de validation d'acquis, etc., c'est l'acquisition ou non de la compétence en question. Et ce sujet-là, donc, on l'a abordé parce que dans la phase de conception, l'enseignant peut reprendre, si vous voulez, l'architecture de son évaluation sous forme de questions, domaine du cours attendu et compétences visées. Et le fait, si vous voulez, de faire ce lien-là et de retrouver ce lien-là dans le rapport qui est généré pour chaque étudiant, satisfaisait les organismes avec qui j'ai discuté. Mais bon, c'est quelque chose à expérimenter et peut-être que l'approche, elle est à compléter aussi. Hein. Vous savez, on est dans un stade vraiment, comme le disait Vincent tout à l'heure, très expérimental, quoi. Hein. Et on peut… L'avantage, si vous voulez, de partir ensemble dans une expérimentation de la sorte, c'est de pouvoir jouer sur la conception de cette solution. Ouais, c'est exactement ça. On n'est pas là aujourd'hui pour vous proposer une solution qui est toute faite et ben voilà, que Stéphane nous propose un produit à la vente, ce qu'il pourra faire plus tard quand il sera développé, ce n'est pas la question. Ça regarde pas UNIT, ça regarde l'établissement et Stéphane. L'idée, c'est justement que là, il y a un produit en développement sur une thématique qui peut intéresser les établissements à l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais et ça permet de poser les bonnes questions. Enfin, moi, j'entends par exemple, voilà, faire des copies en Word ou en PDF ou autre. Est-ce que ça jouera sur la future façon des établissements de proposer leur sujet d'examen ou pas du tout? Moi, je n'en sais absolument rien, mais au moins on en est à un stade où ça peut permettre de poser des questions et puis d'expérimenter ensemble pour voir si ça a un avenir en fonction de la taille de l'école, des problématiques et autres, quoi. Donc on est vraiment exactement dans ce contexte-là. Une question. Vos serveurs, ils sont où? Donc aujourd'hui, on est hébergé sur les serveurs de Quark University, donc ils sont en France. Et on étudie la possibilité, si vous voulez, de se faire héberger dans le cloud on n'a pas fait le choix encore, donc ça c'est aussi un thème sur lequel on est prêt à échanger avec vous sur AWS ou consort. Et Quark University, leur siège social, il est où? À Paris. Le problème, alors AWS, non, c'est Amazon? Oui. Ça va tiquer. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. On n'a pas pris la décision encore. Ça va tiquer. Là, on a de plus en plus de règles comme quoi il faut éviter Amazon, Google Drive, Microsoft Drive, enfin tous les clouds. Amazon, on ne vous transmettra pas les copies. Hein. Oui. Éviter tous les clouds internationaux, quoi. Alors, les clouds internationaux, ce n'est pas tellement le problème du cloud, c'est le siège social de l'entreprise. Parce que les serveurs d'Amazon, ils sont en Europe, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'Amazon reste une entreprise européenne et à ce niveau-là, américaine, pardon. Merci Alain, et reste donc soumise au droit américain, peu importe où sont ses serveurs, il ne faut pas faire la confusion. Ok. Donc votre contrainte, c'est les sièges sociaux. C'est ce que dit la loi. C'est pas moi. Hein. Non, mais celle que vous exprimez, je veux dire. Oui, c'est ce qu'on exprime, c'est ce que nous demande de faire nos ministères. En plus, nous, on dépend du ministère de la Défense. C'est les privilégiés, les entreprises, si ce n'est françaises, au moins européennes, avec le siège social en Europe, garantie RGPD.
Ouais, ben, écoutez, merci beaucoup Anne-Lise. Je le prends en compte. Je prends en compte la contrainte. De toute façon, on n'a pas fait de choix encore, oui. Donc, je prends en compte cette contrainte-là. Sachant qu'on a aussi nos propres incohérences, on vient de basculer sur Teams. Hein, donc, Oui, oui, oui. Non, vous inquiétez voilà. pas. Mais c'est vrai que Le basculement sur Teams, c'est récent, là? enfin, au niveau des écoles du groupe INSA, ouais, je pense que plus de la moitié ont basculé sur Teams. On est en train en ce moment. Les premiers qui ont commencé, c'est l'INSA Rennes il y a 1 an. Nous, là, on est en train de basculer avec effectivement des incohérences. On est d'accord. Ouais, moi, je voudrais vous poser une autre question liée à la connaissance. Si vous transférez 5000 copies d'un établissement ainsi que les notations par les enseignants, vous transférez de la connaissance. Et comment est-ce que vous garantissez quel est l'échange qui est fait au niveau de la connaissance? Alors, tout de suite, on l'anonymise. Hein. Donc, là, moi, Non, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est la connaissance de l'établissement qui vous est transmise et introduite dans votre base de données. Oui. C'est ça le problème qui se pose. Oui. Comment est-ce que vous le gérez? Eh bien, ça, on conventionne et contre ce transfert de connaissances, si vous voulez, qui entre parenthèses, est complètement anonymisé pour qu'on n'ait pas de problème avec tout ce qui est RGPD, eh bien, on propose, si vous voulez, un accompagnement expérimental sur le sujet. Voilà. Donc, on conventionne. Le problème est important, je pense. D'accord, je le note. Je reviendrai vers vous, Alain, sur le sujet, si vous voulez. Alors, si personne n'a d'autres questions, il y a une question qui me tente depuis le début. Vous dites que grâce à l'algorithme, les biais seront supprimés et que les étudiants auront plus confiance dans la notation. Est-ce que vous êtes persuadé de cette information? Non, je n'ai pas dit que les étudiants auraient plus confiance. Ça, c'est subjectif. Je ne me permettrai pas de me mettre à la place d'un acteur qui a sa propre subjectivité. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les biais vont être moyennés et plus la base va s'enrichir, plus les biais, en effet, vont diminuer. Mais si vous voulez, je pense que la situation de l'évaluation va s'améliorer. Voilà. L'évaluation idéale, je ne sais pas si elle existe, mais en discutant à droite, à gauche avec tous mes collègues profs, là, maintenant depuis quelques années, ce dont je m'aperçois, c'est que l'évaluation idéale, elle n'existe pas aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer la situation, en effet. Bon, le temps passe et je vois qu'on arrive à 15h08. On avait prévu une heure pour cette réunion, donc, que je trouve à titre personnel très riche parce que ça J'ai juste une quelque chose. dernière question, Vincent, remarque. Autant les profs râlent quand il y a des copies à corriger. Est-ce que vous, dans les premiers échanges que vous avez eus, en parallèle, est-ce qu'il n'y a quand même pas la crainte d'être remplacé par une machine? C'est-à-dire qu'ils râlent parce qu'il y a des copies, mais à un moment donné, si on leur dit vous allez être fortement assisté dans la correction, ah ben non, c'est ma prérogative de prof. Voilà, le premier truc, c'est chouette, génial, parce que nous, on en a certains, notamment dans tout ce qui est expression, où là, c'est vraiment des trucs un peu longs à corriger. Ils s'enferment pendant une semaine dans leur grotte pour corriger leur copie. Mais à un moment donné, dans toutes les incohérences qu'on a tous, hein, est-ce qu'il n'y a pas le côté oui, non, mais ça, si je ne corrige pas, même si je suis assisté, mais là, ça fait partie intégrante de mon métier d'enseignant, que je ne veux pas non plus qu'il soit automatisé. Est-ce que vous avez déjà eu ces petites réactions? Complètement, Alain. Hein. Et d'ailleurs, assez rapidement. Vous voyez. Et donc, c'est en effet, ça a été exprimé. Et on a continué à discuter, hein, donc avec nos professeurs référents, là, avec qui on travaille. Et
le fait de pouvoir leur rendre un compte-rendu de la situation, finalement, à travers ces rapports, qui leur permettent d'avoir, ou plutôt d'exprimer une meilleure intelligence sur l'évaluation, avec les statistiques sur les cohortes dont je vous parlais, etc., était un apport supplémentaire et suffisant pour qu'ils se disent, OK, dans ce cas-là, alors je veux bien tester parce que mon activité va changer de nature. Je ne vais pas perdre, mais au contraire, je vais regarder ce qui se passe. Je vais corriger, hein, parce que bon, vous avez vu, ils vont corriger une partie, mais au lieu de corriger tout, ils en corrigeront une petite partie. Et surtout, j'aurai un outil qui me permettra de faire le point et de considérer l'évaluation vraiment comme un peu une preuve par neuf de comment la cohorte s'est comportée face à mon module. Et ça les intéressait, parce que c'est une façon de reprendre un peu une création de valeur pédagogique par rapport à une activité qui aujourd'hui ressemble plus à une noyade qu'autre chose, dans la plupart des cas. Mais Alain, elle est exprimée, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on peut se dire, Stéphane, si tu en es d'accord, qu'avec toutes les infos, j'ai enregistré exprès pour que tu puisses, parce que quand on anime, ce n'est pas évident d'avoir toutes les infos qui remontent, hein, pour que tu puisses et que chacun des participants puisse revisionner. Hein, c'est l'idée de cette réunion. Est-ce qu'on pourrait travailler sur une petite synthèse et voir à partir de tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui a été assez riche, qu'on pourrait éventuellement proposer aux partenaires d'UNIT dans le cadre d'un test and learn? Et puis, je dirais, on avance au fur et à mesure en faisant remonter les contraintes des établissements qui ne sont pas les mêmes, je pense, pour les universités, les écoles d'ingénieurs que des business schools et autres, d'où l'intérêt de l'échange aujourd'hui. Hein, bien sûr. Ça permet de mieux les connaître. Et tout à puis, après, on voit avec qui on peut avancer. Si à la fois les établissements sont intéressés, s'ils le peuvent, puisqu'il y aura peut-être des contraintes qui feront qu'ils ne le pourront pas dans la phase 1, mais peut-être dans la phase 2, quand il y aura cette reconnaissance d'écriture. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais qu'on puisse faire une petite synthèse et qu'on puisse faire un retour vers les partenaires d'UNIT en disant une première réunion s'est tenue, voilà le lien pour y assister si ça vous intéresse en différé, et puis voilà un peu les enseignements qui en sont sortis, et puis qu'on essaye d'avancer après un peu concrètement sur vraiment un test and learn. Est-ce que ça convient aux participants? Oui. Oui, parfait. Oui. Très bien, c'est impeccable. Moi, ça me convient bien aussi. Vincent, je vais m'atteler à cette synthèse et puis je me permettrai de te l'envoyer. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui, parce que voilà, je pense que c'est aussi très égoïstement pour UNIT, peut-être une voie de réflexion sur des… Quand je suis allé au Salon Learning Technology, j'ai vu beaucoup d'entreprises du domaine, j'ai vu très peu d'universités et de grandes écoles, et je pense que nous, on a vu quelque chose l'autre jour, par exemple, sur de la gamification qui était sur des escape games. Moi, c'était complètement baroque pour moi, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je pense que sur des technologies en déploiement, que le monde du supérieur puisse être intégré, pas dès le départ, mais au moins dans la conception des outils, ça peut certainement permettre d'orienter des développements d'une manière à ce qu'ils puissent être utiles aux établissements après s'ils souhaitent les utiliser, plutôt qu'arriver à des solutions prêtes, mais qui ne sont pas du tout en phase avec les attentes des établissements. Alors après, hein, comme toujours, je le répète, je ne suis pas là pour vous vendre des solutions EdTech, mais les établissements restent libres dans leur stratégie dans UNIT. C'est le cas, ce sera toujours le cas. Mais sur des technologies ou des innovations qui peuvent intéresser nos partenaires, voilà, si on peut vous inclure dans les réflexions avec les gens qui travaillent dessus, je pense que évidemment, ça peut être un plus pour customiser au final des offres et qu'elles soient en face avec les attentes de nos partenaires. Donc aujourd'hui, good grades, et puis j'espère d'autres réflexions de ce type, parce que j'ai trouvé cette réunion très riche, et je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Et puis avec Stéphane, on va revenir à vous, alors sans doute à la rentrée maintenant, hein, pour organiser la suite, parce que là, je pense que la période va devenir un petit peu compliquée. Mais on creuse, on fera un retour assez large de cette réunion, et puis on verra comment avancer. Merci Stéphane, merci beaucoup, merci Vincent. à tous d'avoir participé. Merci. Merci de vos retours. Les échanges étaient très riches et moi je vous remercie aussi. N'hésitez pas, si vous avez envie de m'envoyer des éléments de réflexion d'ici là, n'hésitez pas. C'est un vrai plaisir.